Bonjour à toutes et à tous. Je suis Claire Revol, je suis de conférence à l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine. Comme Sandra l'a indiqué, je ne sais pas si je vais pouvoir relancer la salle dans cette ultime table ronde de ce marathon de colloques. Mais en tout cas, on va essayer de garder le rythme. Je vais d'abord faire un tour des différentes personnes qui sont prévues pour la table ronde parce qu'on a une petite incertitude sur les présents. Et je vais aussi, je sais que du côté brésilien, il y a aussi avec moi pour animer cette table ronde Tatiana Franschini Brandão dos Reis. Est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Ok. Merci. Bienvenue. Merci. Donc, nous aurons normalement 6 interventions sur le programme. Je regarde juste qui est là. Une première intervention de Giuliana, Tatiana, Katharina, Paola et Vania. Donc, Tatiana, tu es là. Je ne sais pas qui présentera, mais il y a une représentante déjà. Ensuite, nous aurons une présentation de Franck Lebaille et Juliana Gotila. Est-ce qu'ils sont là ou pas? Oui, c'était sur eux qu'il y avait une incertitude, donc on verra s'ils nous rejoignent à la fin, mais apparemment, ils ne sont pas là. Ensuite, nous aurons une présentation de Clara Torres Pérez. Est-ce qu'elle est bien là? Apparemment non, mais peut-être que... Estou sim. Clara Torres. Ok, super. Non, je suis là. Comptez sur moi, merci. Super. Une présentation de Benoît Carteron. Ok, très bien. Et une présentation de David Botte et Sandra Maria Patricio. Est-ce que vous êtes bien là? Oui. Oui, super. Et puis enfin, Anne Gagne-Bien et Simon Renoir. Ok, super. En fonction de l'heure, est-ce que ce serait possible peut-être de passer avant des sessions qui sont là? Parce que moi, j'ai un train à 18h. D'accord. Je vous proposerai de passer en deuxième à la place de l'intervention qui manque. Ok, donc Anne Gagne-Bien et Simon Lenoir passeront en deuxième après notre première intervention. Donc cette table ronde est intitulée Collectivité et collectif. Et on a déjà commencé à parler de la pluralité sociale de la ville et des questions qui sont associées à ces conflits sociaux qui peuvent ressortir dans la manière dont on s'imagine la ville. Et beaucoup des interventions vont se porter sur les espaces publics comme lieu privilégié de ces confrontations. Et pour commencer, on va avoir une présentation de Catarina Pinheiros Cordeiro de Santos Lima, Paulo Martins Vicente, Tatiana Franschini Brandão dos Reis, Juliana Gotila et Vania Bartalini, qui viennent de la FAUSP, et pour une intervention qui est intitulée A disputa dos imaginarios urbanos existentes e possíveis na perspectiva de atuação de colectivos urbanos. Désolée pour mon portugais. Et je ne sais pas qui d'entre vous va prendre la parole, mais je vous laisse vous installer pour 8 minutes. Bom dia a todos e todas. Eu vou partilhar essa apresentação do nosso texto com a pesquisadora Paula Vicente.
partager cette présentation avec Paula Vicente. Appelle la dispute des imaginaires urbains existants dans la perspective de l'actuation des collectifs urbains. Ce texte s'inscrit dans un projet plus large de recherche nationale entre l'Université de São Paulo et l'Université d'urbanisme de São Paulo et l'Université de Lyon. Et ce projet donc s'appelle Imaginaire urbain, perspective comparée, expérience et échange entre les métropoles de Lyon, Saint-Étienne et São Paulo. Et c'est dans ce projet, ce travail s'inscrit dans un axe de recherche de narration et imaginaire urbain dans une construction de l'actuation des collectifs. Et donc, il est écrit à 3 mains et a compté avec la participation des chercheurs Juliana, Raphaël et Vânia. L'objectif général de cet axe de recherche des narrations était faire la recherche, les formes d'agissement et les expériences méthodologiques de hypermarchés qui ont l'endroit urbain comme un endroit-lieu d'actuation et de réflexion. Et donc, ce serait discuter les résultats préliminaires de la recherche qui se trouve en marche à partir des réflexions et l'actuation de ces collectifs. Mais que sont ces collectifs? Ces collectifs activistes sont des corps collectifs organisés dont les actions, interventions et performances dans les espaces urbains. Excusez-moi de vous interrompre. Excusez-moi, en fait, il y a un petit problème avec votre micro, en fait. Ça grésille, en fait. Enfin, comme si, en fait, il y avait un contact. Je crois que c'est au niveau de la traductrice. Allô, allô? Oui. Allô, est-ce qu'il y a un... Ben, en fait, il y avait... Oui, là, on vous entend bien, mais à un moment donné, en fait, je ne sais pas si c'est la traductrice ou si c'est vous, mais il y a un petit problème. Non, c'est moi qui je suis en train de traduire. Est-ce que vous sentez un grésillement? Oui. Il y avait peut-être le micro qui était trop près, en fait, mais... Allô, allô? Allô, allô? Ici, c'est la traductrice. Vous m'entendez? Oui. Est-ce qu'il y a un grésillement? Je ne sais pas. Là, maintenant, ça va. Maintenant, c'est bon. Ah bon, d'accord. C'était juste un peu avant. Il y avait un petit problème de grésillement. Mais là, maintenant, ça va. Peut-être on peut recommencer et on va continuer. C'est bon. On peut y aller. Bon. Ce que je disais sur ces collectifs activistes, nous avons une définition ici. Ce sont des corps collectifs organisés dont les actions, interventions et performances dans les espaces urbains, et là on considère les espaces publics et privés, vont mettre en question les formes de reproduction sociale et urbaine hégémoniques, ces représentations et récits. Ces collectifs ont de nouvelles façons de mettre en question et agir politiquement dans les espaces publics de la ville et qui ne correspondent pas à l'action des mouvements sociaux traditionnels, des mouvements qui, par exemple, qui travaillent avec la question de travail, syndicats, politique partidaire, et donc ils ont d'autres façons de s'exprimer politiquement et une autre esthétique. Ils ont également d'autres agendas et ils travaillent avec de nouveaux outils et langages et surtout avec la réinterprétation des avant-gardes artistiques du siècle XX, comme on verra plus en avance. Et donc, ces collectifs s'inscrivent dans ce que l'on conclut comme des activismes contemporains, urbains, artistiques, politiques, qui ont cette centralité dans l'urbain, dans sa dimension matérielle, puisque ces collectifs proposent des interventions physiques et également symboliques, imaginaires, comme nous verrons prochainement. Ces collectifs sont en train de disputer politiquement l'expression d'autres voix dans la ville en inscrivant des dialogues
avec la population. Donc, ils vont mettre en question les imaginaires et les pratiques officielles, technocratiques et du marché, institutionnelles, hégémoniques, qui ont une empathie pour les vainqueurs de l'histoire. Et là, nous faisons une référence à Walter Benjamin et son concept d'histoire, où il nous dit qu'il n'y a jamais eu un monument de culture qui ne soit pas également un monument à la barbarie. Et donc, par exemple, c'est le groupe de Contre-Filet qui, en 2001, par exemple, quand on a fêté les 500 années de la découverte du Brésil, on fait une performance pour se demander quel genre de fête était celle-là, pour fêter quoi, pour fêter le génocide indien. Donc, c'est justement, on propose cette vision critique de cette lecture historiographique. À travers ces actions pratiques, ces collectifs vont produire d'autres récits et représentations possibles de la réalité contre-hégémonique. Ils vont révéler des tranches, de nouvelles tranches qui vont mettre en question l'autoritarisme, le terrorisme de l'État et vont permettre que nous puissions écouter les populations plus vulnérables. Et là, nous allons rapprocher les deux collectifs et tout ce qu'on a vu pendant ce travail de recherche qui se trouve encore en cours. En parlant du Contre-Filet, c'était justement un collectif qui va agir à partir de cette expérience quotidienne et qui se mêle à la réalisation de la vie publique et qui est un point de partie et de territoire. Et ils vont comprendre l'éducation comme un endroit de création et inspiration, en plus de contribuer à des possibles transformations de la sensibilité collective. Ce collectif, il va réunir art, politique, éducation. Donc, les propres intégrants vont se dénominer comme artistes et travailler cette question de la politique et de l'éducation. Ces trois éléments sont liés. Et à partir de là, ils vont mettre en question les outils de contrôle et de reproduction sociale. Et là, pour faire un bref parenthèse, nous avons proposé un atelier en 2021 qui a été conduit par ce Contre-Filet et on a parlé justement de ces transformations urbaines. Et dans la prochaine séance, on va expliquer un peu mieux comment cet atelier a fonctionné. Et là, on a fait deux travaux avec eux. Et là, l'intervention qu'ils font dans la ville, c'est un monument de la catraque, non? Que c'est justement c'est justement un cliquet et donc ils les recueillent et ils ont mise dans une place principale de São Paulo et justement pour créer cette discussion du contrôle du capital et de l'État sur le corps des citoyens. Et donc, ils ont fait une discussion sur ce sujet. Une autre intervention a été la rébellion des enfants. La rébellion des enfants, c'est par rapport à des enfants et des adolescents et qui étaient en ce moment dans la fondation Casa de São Paulo. Ils ont fait un acte symbolique pour montrer ce processus de comment les enfants et les médias font le portrait des enfants comme des agents internes et il y a créé cet imaginaire qui leur montre comme des criminels et ils font symboliquement cette déconstruction de cet imaginaire qui sont mises dans les médias. Les mères participent également de ce groupe AMAR et les mères sont considérées justement des agents externes et les enfants adolescents des agents internes et comment les médias font ce portrait de la question des enfants. Là, ils font ce processus pour essayer de montrer cela dans un espace public à São Paulo. Ils font une fête et ensuite, ils essaient de montrer cette question de l'enfance. Et en parlant du deuxième collectif, qui est le Hypermatière de Saint-Étienne, je vais en parler brièvement. C'est un groupe qui travaille et qui va travailler avec des projets collaboratifs de Crède-Rock et qui vont expérimenter de nouvelles formes de production et appropriation des espaces libres publics. Et dans certains, justement, des endroits qui sont plutôt en friche et leur proposition vient de ce collectif de
de permettre la participation des habitants en toutes ses formes. Et l'objectif de leurs interventions est de mettre en évidence un espace mouvement dans une échelle de quartier et pour que les habitants puissent devenir des acteurs de ces changements, et soit à travers la possibilité de construire et produire ce nouveau endroit ou au moins de profiter d'une programmation culturelle qui auparavant n'existait pas. Et il y a également la question de la homogénéisation, stérilisation technocratique. Ils vont partager la création d'espaces et des mobiliers avec la population et vont inviter la population à renforcer leurs liens communautaires. Et c'est dans ces possibilités qu'ils vont créer des actions résiduelles et de résistance créative et collective. Et là, je voudrais vous présenter les deux interventions dans cette carte-là, avec les interventions du collectif. En bleu, nous voyons les interventions temporelles et en vert, ce sont les interventions qui, enfin, vont rester. Et puis une autre intervention exactement ici. Et là, je vais devoir vous demander de conclure. Et déjà pour clore, oui, je vais conclure. Je vais conclure, d'accord? Et donc, pour conclure, il y a eu des discussions préliminaires avec les collectifs et des lectures théoriques. Les deux collectifs travaillent ces actions de transformation et discutent cette sphère de la vie publique où la vie urbaine quotidienne est le point central de cette discussion, et la discussion contre-hégémonique va gagner un aspect très renforcé dans les discussions de ces deux collectifs. Les sujets qui sont engagés dans ces actions, il y a une sympathie vers les vaincus et ils s'inscrivent dans un dialogue avec la population de la ville et vont mettre en question les sens de certaines questions urbaines et vont produire des imaginaires, des pratiques en ayant comme objectif la transformation sociale et la transformation urbaine dans leurs interventions. C'est ça, merci. Merci beaucoup pour cette présentation paolisto-stéphanoise. Merci pour cette... Et je vais maintenant accueillir Anne Gagnebien et Simon Renoir qui viennent de l'Université de Toulon. Oui, je vous laisse vous présenter et qui vont faire leur présentation de la frontière à la frange du parc. Alors, il faut que vous parliez à la fois là et là. Je me rapprocher. Peut-être que... D'accord. Oui. Ouais. Ouais, bah oui, d'abord on va se présenter. Donc bonjour à tout le monde. Merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices du colloque. Ça fait d'ailleurs très plaisir de retrouver un peu des colloques en présence. Et donc moi je suis Simon Renoir, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication, membre du LAPSIC, laboratoire qui se trouve à l'université Sorbonne Paris Nord. Anciennement Paris 13 à Villetaneuse, et enseignant contractuel à l'Université de Lille. Et je vais laisser Anne se présenter. Et moi, je m'appelle Anne Gagnebien, donc je suis maître de conférence à l'UFR Ingé-Média à l'Université de Toulon, et je suis membre du laboratoire IMSIC, qui est l'Institut méditerranéen des sciences de l'information et de la communication. Et on va commencer dans une petite seconde dès qu'on aura ouvert la présentation. Voilà. C'est bon, on l'a ouvert. Voilà, c'est bon. Donc, notre présentation s'intitule « De la frontier à la frange de parc ». Voilà. Et c'est la prochaine.
Pardon. On arrive. On y arrive. Pardon. Voilà. Juste là. Ouais, il faut juste Voilà. cliquer une fois. C'est bon. Voilà. Et en fait, on est parti un petit peu de ce que Paul Ricoeur affirme dans l'idéologie et l'utopie, que l'idéologie et l'utopie seraient les deux pôles de l'imaginaire social, et que donc donc l'idéologie va plutôt légitimer et chercher à conserver le pouvoir et l'ordre social en place, et l'autre, donc l'utopie, va plutôt chercher à bouleverser cet ordre social en place et explorer les alternatives et les possibles. Et du coup, notre idée, c'était de s'intéresser à des lieux dans des villes, des lieux urbains pratiqués, qui sont un peu comme des interfaces ou des points de rencontre entre ces deux pôles de l'imaginaire social, et qui du coup incarneraient cette tension un peu entre utopie et idéologie. Et donc ces deux lieux, il y en a un qui se trouve à Détroit, c'est sur le quartier du North End, qui en fait se trouve à la lisière du Greater Downtown ou du grand centre-ville, qui est désormais en grande partie gentrifié, le centre, pas le quartier du North End. Et puis à Marseille, Anne vous présentera une frange située proche du parc national des Calanques. Donc, pourquoi utiliser l'idée de frontier? En fait, la frontier, c'est un des principaux mythes de la démocratie américaine et de la société américaine. Dans l'imaginaire américain, la frontière représente d'abord le point de rencontre entre sauvagerie et civilisation, la ligne de front en fait sans cesse repoussée par les colons et les pionniers pendant toute la conquête de l'Ouest, et là où ils sont en fait en rencontre avec les Native Americans, les Indiens, les Amérindiens. Et ensuite, le terme a été progressivement associé à l'institution de la nation et au progrès en général. Et pourquoi l'utiliser? Notamment parce que le géographe Neil Smith l'a utilisé comme métaphore pour analyser le processus de gentrification et notamment la dimension néocoloniale de la gentrification. Et aussi parce que justement la gentrification dans les discours médiatiques est ordinaire et parfois est parfois appelée urban frontier, et les gentrifieurs sont appelés des pionniers souvent. Et donc dans ce quartier du North End à Détroit, un collectif d'habitants, de militants, d'artistes, de designers, de fermiers urbains cherchent à mettre en œuvre leur propre vision du développement du quartier, donc un développement par le bas, en opposition explicite aux politiques de régénération urbaine par le haut qui, elles, favorisent la gentrification. Et j'en profite pour dire que ce collectif est venu à Saint-Étienne il y a 4 ans lors de la Biennale du Design, Saint-Étienne ayant parrainé la candidature de Détroit à l'entrée dans le réseau UNESCO Ville du Design. Et tu peux passer là-dessus. Pour illustrer cette opposition à la gentrification, Bryce Detroit, qui est un des artistes, musiciens et activistes de ce collectif, il a fait une petite campagne médiatique en novembre dernier avec ce panneau de signalisation Hood Closed to Gentrifiers, donc le quartier fermé aux gentrifieurs. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce projet? Alors, parmi d'autres choses, ce qui m'a intéressé en particulier, c'est ils ont cherché à créer des communs. Ils se sont mis à une 50aine au départ d'habitants, de résidents. Ils ont fait un pot commun. Ils ont acheté 6 acres de terrain et 8 bâtiments qui sont sur ces parcelles-là, qui se situent tous autour de la Oakland Avenue Urban Farm, qui existait déjà, qui est donc une ferme urbaine. Et le but de ces achats, ça a été de d'étendre les terres déjà cultivées pour faire de l'autosubsistance principalement pour les habitants du quartier, et puis de créer des espaces publics ouverts à toutes et tous et qui demeureront publics et communs, c'est-à-dire que personne ne peut les racheter derrière et les privatiser. Et puis également des lieux culturels et d'incubation de projets. Et puis pour parler un petit peu de l'imaginaire qui peut être derrière, le projet se présente donc dans les termes suivants. Il s'agit de Envision a Neo-Rural Landscape that is both economically and ecologically sustainable. Donc, on voit l'idée de néo-rural et puis de transition écologique dans l'imaginaire du projet. Et puis, je vais juste commenter quelques photos pour vous montrer et illustrer à quoi ça peut ressembler. C'est une photo que j'ai prise dans le North End il y a quelques années. On voit un peu l'aspect néo-rural. Et les autres photos... Oui. Et ça, c'est la serre de la ferme. Et puis ensuite, on a le compost qui est juste à côté. Et puis enfin, un espace qui a été inauguré en septembre 2017 où il y a un espace de musique et puis différentes installations artistiques. Et je laisse la parole à Anne. Je vais vite. Hein. Donc, pour faire le pendant avec l'expérience relatée par Simon, moi, je suis sur un autre terrain à Val-Barel,
à Marseille dans le 11e. Donc là, on est sur la slide, vous voyez un peu la parcelle hein, qui joue sur le parc national des Calanques, qui actuellement n'est absolument plus cultivé alors que c'était un jardin. Il y avait de l'horticulture, des vergers, etc. parce que ça appartenait à un château. Et juste à côté, en fait, on voit juste à côté la Val-Barel avec la cité Michelis, qui est une cité jardin construite par Castel en 36. Et derrière, vous avez une grande usine qui est l'usine de Rivoire et Carré, qui justement employait la plupart des gens qui habitaient dans cette cité Michelis, avec justement beaucoup de personnes, une énorme mixité dans le quartier, et tous ces habitants avaient pour principe de se retrouver et d'avoir des usages vernaculaires sur cette parcelle de Val-Barel. Voici un peu sa situation. Vous voyez en fait le parc des Calanques, la friche de Val-Barel, l'autoroute, le petit cours d'eau de l'Uvaune et Marseille qui se situe tout en haut de la slide sur la carte. Alors, des usages vernaculaires, je vous disais, cette parcelle, en fait, c'était un énorme jardin. Cette parcelle appartient à la ville de Marseille. C'était donc aux alentours de jusqu'en 1940, cette parcelle appartenait à un châtelier qui avait une bastide. Cette bastide a été réquisitionnée par les Allemands. Ensuite, les habitants de la cité ont complètement pillé ce château. Et en conséquence, en fait, ils ont continué à avoir des usages. Et vous le voyez sur les deux photos qui viennent des associations encore militantes, ouvrières de la cité, on avait pour effet de se prendre en photo, d'aller chercher différents fruits et surtout de se balader sur ce territoire. Entre-temps, vous voyez cette cité jardin qui a quand même des petits jardins privatifs, hein, dans quel cas. Et puis on voit aussi un ouvrage et l'usine Rivoire et Carré, parce qu'en fait, les anciens d'usine ont tendance à patrimonialiser et théoriser leur territoire. Et il y a l'association, entre autres, qui a travaillé sur des témoignages, etc. Donc, cette parcelle, en fait, moi, j'ai été missionnée en 2017 pour travailler là-dessus. Il faut que je fasse vite. Et bon, je vais faire rapidement. Cette parcelle, en fait, à la différence de ce territoire défendu par Simon, en fait, c'est un territoire ouvert. Mais depuis le confinement, en fait, les usages ont changé. C'est-à-dire que, comme dans tous les parcs nationaux, parcs régionaux ou tous des espaces libres et publics, cet espace qui était un espace agréable pour les habitants s'est trouvé transformé par les chiens, par le bicross, etc. Et le projet d'une association que je suivais, qui était une association de permaculture, qui devait créer un jardin, se trouve maintenant en défaut parce que plus personne ne veut ce jardin, plus personne ne veut créer du commun et ils veulent garder ce territoire. Mais vous avez aussi ces systèmes de gated avec deux cités au-dessus, avec des propriétaires qui, eux, ne sont pas logés par 13 habitats. Hein, 13 habitats, c'est des HLM de Marseille, et ils veulent fermer la parcelle. Alors que le parc national des Calanques, qui voyait ça comme une opportunité, voulait ouvrir cette parcelle et un chemin pour justement faire venir les touristes et les Marseillais pour découvrir ce parc, le parc des Calanques, sachant que cette parcelle n'était pas connue. Il faut intervenir un collectif derrière. En conclusion, voilà. Vas-y, c'est vous. Non, mais en conclusion, c'était simplement de montrer deux espaces qui sont dans deux villes différentes, mais qui ont des points communs, parce qu'à la fois, c'est des espaces qui sont en lisière de certains quartiers où il peut y avoir de la gentrification, etc., mais où on voit que dans un cas, il y a un collectif qui a réussi à mobiliser des habitants, etc., et qui fait un projet qui crée du commun. Et puis dans l'autre, au contraire, on a pas mal de conflits, et finalement, le projet ne prend pas vraiment. Et là où, enfin, les deux imaginaires, finalement, l'imaginaire un peu privé de clôture va un peu plus prendre le dessus sur la parcelle de Marseille. Voilà. Bien malheureusement, oui. On Voilà. va plus faire la privatisation, là. Voilà, désolé pour avoir dépassé un peu le temps. Et merci. Merci à vous deux. À vous deux et je suis désolée d'avoir ce rôle cruel de couper les interventions. Nous allons maintenant passer à la présentation de Clara Torres Pérez, qui est de l'Université de Recife.
Bonjour, ça va? Vous m'entendez? Très bien. Je vais partager ici mon écran avec vous. Bon, bonjour à tous, je suis Clara Torres, architecte et urbaniste. Je fais une maîtrise en ce moment dans un programme de développement urbain dans l'Université fédérale de Pernambuco. Et ce travail appelé entre la maison et la mer, la vie entre les espaces populaires dans l'espace public de Parpulha est une partie de ma recherche de master qui est encore en train d'être développée. La motivation initiale de cette recherche est née du désir de rechercher d'autres méthodes et possibilités dans les études de la ville qui partent des phénomènes quotidiens de sociabilité, identité et affection avec les lieux. En ce sens, le poème d'Anna Martins incite à regarder par la fenêtre et, qui sait, à la traverser. Le dernier poème, maintenant, laisse tomber le livre, regarde vers la fenêtre, la ville, la rue, le soleil, le corps le plus proche, tes propres mains, et on lit également. On lit, on voit une photo avec la vue d'une de mes fenêtres ici. À partir de ça, j'ai commencé à faire des promenades dans la région près de chez moi et ont comme principe une marche libre, une flânerie comme outil de perception et d'interaction avec le terrain. Ces flâneries ont été réalisées dans la communauté de Brasília Teimosa. L'écran n'est pas partagé. Est-ce que ça va maintenant? Vous arrivez à voir l'écran? Oui, voilà, c'était des photos. Je vais vous rapidement, sans parler, je vous montre ce que je voulais partager avec vous. Ça, c'est la photo du poème. Et là, je suis dans mes parcours. Ces promenades ont donc été réalisées dans la communauté d'où je vis, Brasília Teimosa, et où ce processus de la recherche a été choisi comme étant la zone côtière de la communauté, le front de mer et la plage Buraco da Veia. Ce sont des lieux publics marqués par une histoire de lutte qui concentre diverses expériences et pratiques. Brasília Teimosa est située au centre sud-ouest de Recife. Elle est née entre les eaux du bassin de Pinar et l'océan Atlantique et s'est établie autour d'une colonne de pêcheurs qui existe jusqu'à maintenant. Elle est occupée dans les années 50 au moment de la construction du district fédéral, la capitale brésilienne, et a été marquée par l'obstination des premiers occupants qui ont insisté, résisté aux ordres de déménagement. C'est de là que vient son nom, Teimosa, qui veut dire obtuse. Au cours des années suivantes, la communauté est redevenue une référence phare dans la lutte urbaine grâce à l'organisation du Conseil des résidents, donnant ainsi de nombreux résultats en matière de droit au logement et de questions urbaines. La zone côtière de la communauté était occupée par des maisons sur pilotis et d'autres logements précaires. Et en 2003, il y a une requalification dans laquelle on a construit le bord de mer, le bord de l'Avenida Brasil Formosa. Ci-dessus, vous voyez une photo aérienne de la communauté avec son front de mer et sa promenade maritime après la réforme, et en arrière-plan, la zone plage de Buraco da Veia. Les récits de l'histoire de l'hégémonie, ainsi que les approches sur la ville en général, passent sous silence les sujets qui participent de la vie en ville, qui construisent des réseaux de sociabilité, qui interagissent et qui expérimentent l'espace urbain. Ils sont souvent traités comme des éléments passifs ou alors sont tout à fait exclus du processus urbain. À l'encontre de cette pensée, nous comprenons qu'il est de plus en plus nécessaire d'établir des dialogues avec les voix de ces acteurs en écoutant leurs perceptions et leurs récits qui construisent quotidiennement l'histoire des lieux. En plus de l'importance de prendre en considération d'autres besoins et manifestations orientés vers l'activité créative, le symbolisme, l'imaginaire et les activités ludiques. Par conséquent, cette recherche a essayé d'identifier les usages et les pratiques réalisés dans les espaces qui sont significatifs pour la communauté de Brasília Teimosa à travers un effort ethnographique en cherchant à capter l'ambiance de ces lieux, comprenant que la notion d'ambiance peut établir dans ce lieu élargissant les pratiques de perception et de sensibilité avec l'environnement et permettant une plus grande attention aux nuances affectives de la vie urbaine.
et en sensibilité avec l'environnement. Au début, les enregistrements ont été faits par écrit, sous des croquis, des événements dont j'ai été témoin et ce qui attirait mon attention. Ensuite, la photographie a été traduite avec une certaine limitation parce que les registres finissaient par être éloignés ou alors axés sur des éléments architecturaux. Il m'a semblé difficile de faire ce face-à-face avec l'autre. Alors, à ce moment-là, j'ai essayé de briser cette limite et j'ai participé à une expérience avec le groupe de paysage urbain qui a été présenté par une des intervenantes qui a présenté un poster dans la première session. Et c'est alors que c'est devenu plus facile d'interagir avec cet endroit et la photographie a fini par être un objet d'interaction. Je vais vous montrer quelques-unes des photos que j'ai prises pour ma recherche et expliquer certains des aspects les plus importants que j'ai capturés à travers ces milieux et l'oralité. Le paysage aquatique est un espace prédominant dans la communauté Brasília Teimosa. Les pratiques observées dans la zone d'étude sont totalement liées à la nature de ce lieu. La relation avec les eaux est intense, surtout à travers la pêche et par rapport aux loisirs. La relation de travail dans les espaces publics est très importante pour la communauté parce qu'une grande partie des résidents travaillent dans la pêche ou dans les cabines de plage. Pour beaucoup de ceux qui vivent à Brasília Teimosa, la communauté se suffit avec ses ressources, comme l'a souligné Gloria. Ici, c'est très bien, il y a de tout. C'est un endroit pour travailler, c'est un endroit pour vivre. La question des loisirs, de la pratique des sports collectifs est également un aspect très présent dans la vie quotidienne. La relation ludique avec l'espace, y compris avec la nature maritime, que l'on s'approprie de diverses façons selon les jours et les heures de la marée, est très forte. Les récits coralliens deviennent un lieu de jeu, de contemplation et de retrouvailles, de convivialité, comme le célèbre bain de choc quand la marée monte et les vagues se brisent contre le mur et les personnes se rassemblent pour en profiter. On a également observé une relation étroite entre l'espace privé et l'espace public à cause des liens entre les personnes qui vivent dans ces espaces, renforçant les liens de sociabilité et de voisinage. Comme le souligne Danton, ici, c'est l'arrière-cour de la maison. Il n'y a pas de raison d'aller ailleurs. Un autre aspect important est la question de la mémoire et de l'histoire du lieu. De nombreuses interventions de personnes ont parlé de comment était la zone avant la réforme. Certaines étaient nostalgiques et d'autres orgueilleuses des améliorations apportées à la communauté. En ce qui concerne l'histoire du lieu, de nombreuses versions ont été avancées sur la signification du nom et beaucoup d'histoires de lutte ont été soulevées. Ces aspects évoqués sont le travail, les loisirs, la mémoire, la relation avec le paysage maritime et tout ceci renforce les significations des processus identitaires avec le lieu. Finalement, il faut souligner que pendant la pandémie, les relations avec ces espaces ont été modifiées. La précarité du travail, l'augmentation de la violence urbaine ont été signalées. Cependant, ces espaces publics et la mer ont été amenés comme des lieux qui procuraient un sentiment de tranquillité, de détente et de liberté pendant cette période, une possibilité de respirer enfin. Et il est important de réfléchir également aux différentes manières dont les groupes sociaux se sont rapportés aux espaces publics pendant la pandémie. Merci Clara pour ces Oui. respirations. On va installer la présentation de Benoît Carteron qui vient de l'Université d'Angers. Je vais vous laisser cette place-là. Il faut parler bien en face de ce micro-là pour la traduction. C'est partagé. C'est sûr. Clara, eu acho que você ainda está partilhando a tela. Eu não sei como sair, eu vou sair do chat. Ah. Je ne sais pas comment le faire, je vais sortir là de chat. Voilà, je crois que je suis parvenue à le faire. Pour nous, c'est bon. Est-ce que pour vous, c'est bon? Voilà. Ok, donc... Si c'est ça va, on vous voit, oui.
On vous voit votre écran. Donc, on peut commencer la présentation de Benoît qui vient de l'Université d'Angers et je le laisse présenter pour 8 minutes aussi. Merci. Donc, la brousse comme imaginaire de vivre ensemble dans un quartier périurbain en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire français du Pacifique engagé dans un processus d'accès possible à l'indépendance. Le quartier que j'ai étudié donc, est un quartier qui se situe dans le Grand Nouméa. Le Grand Nouméa, c'est l'agglomération urbaine qui concentre la majeure partie de la population calédonienne, tout le reste du territoire correspondant à ce qu'on appelle là-bas la brousse, c'est-à-dire l'espace rural. Le quartier étudié est un quartier mélangé, composé d'une majorité de population des classes moyennes, ouvriers, employés, qui s'opposent, de par sa composition, à Nouméa même, qui a longtemps été appelée la ville blanche, même si ce n'est plus tout à fait le cas, alors que les périphéries, dans le quartier que j'ai étudié, sont des périphéries métissées, avec des populations notamment océaniennes, kanak, polynésiennes, notamment wallisiens, futuniens, et puis d'autres communautés. La recherche que j'ai menée visait à appréhender, autrement que par les discours identitaires, la question de l'appartenance culturelle et de l'appartenance au pays. Donc, j'ai étudié les sociabilités ordinaires par une enquête ethnographique, les manières d'habiter, les relations familiales et de voisinage, les fêtes, les pratiques religieuses, avec l'objectif de voir qu'est-ce qu'il en est des tendances au repli communautaire et ou au contraire à l'ouverture aux autres, avec les aspects d'emprunt, de mise en acte et de prise de conscience des manières de faire et de voir communes. Tout ceci donc m'amène à aborder la question de la brousse comme support imaginaire d'un pays commun. L'ambition du premier lotisseur de ce quartier qui se situe en espace rural à 15 km de la ville proprement dite, était un lotisseur d'origine métropolitaine, était de construire un village qui soit le reflet de la mixité ethnique de la Nouvelle-Calédonie. Ce quartier est resté à l'écart des tensions qui ont agité la Nouvelle-Calédonie, notamment durant les événements, cette période d'affrontement violent autour de la question de l'indépendance. C'est un habitat à l'origine dispersé, mais qui s'est ensuite doté de lotissements avec de grandes surfaces habitables, de grands terrains si on veut, et qui a favorisé l'extension de l'habitat autour des extensions familiales. Donc avec aussi une logique de réseau facilitant l'installation de parents et de familles de mêmes origines à proximité des premiers habitants, des premiers arrivants. Donc ceci montre l'importance de la famille élargie avec l'entraide, les solidarités, qui sont autant de manifestations concrètes de la communauté, puisque là-bas on parle des communautés au sens ethnique, sachant que la première manifestation de la communauté existe d'abord à travers ces ancrages familiaux autour des origines ethniques locales des habitants. Voilà, donc cette famille élargie, avec toutes ces entraides de solidarité, concourt à entretenir le repli communautaire ethnique. Cependant, d'un autre côté, un ensemble de pratiques et de valeurs auxquelles les habitants se réfèrent et qui renvoient au mode de vie rural de la brousse et des îles sont des pratiques d'échange basées sur la culture de l'open terre, la chasse, la pêche, des loisirs orientés par le lien à la nature environnante, l'interconnaissance entre gens de différentes origines, le contrôle social et tous ces éléments-là renvoyant finalement
à cet univers de la brousse auquel ces habitants de conditions modestes se réfèrent de manière commune. Donc cette brousse est magnifiée finalement comme un mode de vie idéal et comme aussi un âge d'or, notamment celui qui a précédé les événements, qui est encore évoqué par les populations, par les générations les plus anciennes, comme étant, comment dire, une période où les gens vivaient bien ensemble, malgré une réalité des ségrégations, des séparations spatiales, raciales et sociales. Donc, on a une reproduction, enfin, j'ai pu observer aussi une reproduction à l'échelle de Numbea, de la commune que j'ai étudiée à travers ce quartier, de l'opposition nord-sud de la Nouvelle-Calédonie. Le nord, donc, renvoyant plutôt donc, à la prédominance des populations kanak et à la brousse, et le sud renvoyant à la domination européenne et au monde urbain occidentalisé. Donc, cette référence à la brousse et aux pratiques associées constitue un socle commun qui se répercute dans le sentiment d'appartenance au pays. Un espace qui symbolise une société calédonienne unifiée et susceptible de dépasser le clivage politique. Donc, une alternative d'apparence, une alternative, comme une alternative entre des aspects d'apparence inconciliables qui apparaissent donc en arrière-plan de l'affirmation d'un pays commun. Voilà, donc la référence à la brousse, notamment dans le maintien de cadres culturels océaniens, comme dans les hybridations culturelles, concourt à concevoir ce pays dans son unité et sa cohésion. En même temps, il y a une portée universelle de ces pratiques, qui sont des pratiques issues des mondes ruraux traditionnels, mais qui n'effacent pas pour autant le sentiment d'une singularité calédonienne et des possibilités d'affranchissement de la tutelle française. Donc finalement, les cultures kanak océaniennes et la culture populaire calédonienne apparaissent comme des contre-cultures vivantes et dynamiques, inséparables, et comme des contre-cultures vivantes et dynamiques, et qui sont en même temps inséparables l'une de l'autre. C'est pour ça que je fais référence à cette notion de co-culturation de Bernard Formoso dans un ouvrage récent, comme une co-construction culturelle dans un processus qui rend les cultures indissociables les unes des autres. Voilà, donc le dernier point est la conclusion. Je ne sais pas combien de temps il me reste, c'est bon. Donc c'est le devenir de l'imaginaire de la brousse. Tout d'abord, on a une action municipale qui pousse à décloisonner les groupes culturels et à orienter vers des pratiques unifiées, mais qui sont aussi conformes à un modèle urbain dominant, tout en valorisant par ailleurs la diversité culturelle à l'intérieur de la commune. Le prix du foncier à proximité du Nouméa modifie aussi la composition de la population, ce qui concourt aussi à, comment dire, faire perdre son âme, comme disent les habitants au quartier. Mais d'un autre côté, la restitution de terres au clan kanak du Sud rend la présence kanak visible autrement que par l'accroissement de sa population dans le Grand Nouméa. Et en cela, le quartier participe de l'océanisation et de la reconquête de la ville par les Kanaks. Donc il s'agit en quelque sorte aussi de cultiver le patrimoine non européen, et surtout kanak, qui est pour l'instant assez absent du paysage de la commune et puis du sud urbain de la Nouvelle-Calédonie. Cette construction culturelle que j'ai évoquée se traduit aussi par la montée du vote en faveur de l'indépendance qu'on a pu observer dans les derniers référendums, qui est aussi un vote de résistance à la société dominante autant qu'une conviction politique. Mais il marque, comment dire, cette prise de conscience aussi et cette aspiration de la société calédonienne de base, comment dire, à être reconnue dans son unité, son originalité, mais avec une limite, c'est que pour l'instant, elle ne s'est pas encore transformée en véritable mouvement social
qui pourrait, comment dire, s'exprimer notamment sur le plan politique, qui reste un aspect politique qui reste très divisé, très clivé entre l'aspect pro-indépendantiste et anti-indépendantiste. Voilà donc pour cette présentation. Merci. Merci pour cette présentation. On va donc pouvoir passer à la dernière présentation de cette table ronde avec David Bocci et Sandra Maria Patrizio de la faculté de psychologie de l'Université de São Paulo. Est-ce que vous êtes là? Bom dia. Consegue me escutar? On peut vous entendre, mais pas encore vous voir. Oui. Vous arrivez à m'entendre, oui? On vous entend de loin. Allô, allô? De Je vais loin. partager l'écran. Ça y est, on voit apparaître la présentation. Está bem baixo. Posso dar início? Bem baixo. Está bem abafado. Tá abafado Voilà. o som? Maintenant, Tá. c'est bon. Melhorou o som? Vamos lá, tá melhor o som? Ça y est. Ouais. Não muito. Só um segundo. Melhorou um pouco? Melhorou. Uhum. Tá legal. Então, bom dia, boa tarde. Tem que falar pertinho do microfone, pelo que eu entendi. Eu queria agradecer a organização do evento, já de antemão, agradecer aos tradutores, aos colegas que já expuseram ou que vão apresentar, enfim. Esse trabalho, ele é um trabalho de caráter... C'est un travail. Esse é um trabalho de caráter teórico, hermenêutico. C'est un travail de caractère théorique, herméneutique. Deixa eu só desativar aqui o som. Portanto, vou falar entre 8 a 10 minutos aí Je vais sobre... vous parler de 8 à 10 minutes. 8. Tem som aqui no fundo. 8, s'il vous plaît, oui. O que acontece agora é que a gente está ouvindo o retorno da tradução. Tá me ouvindo, né? Está vindo agora as alô, duas coisas. A tradução eu acho que está... Là, vous m'entendez? Vamos lá. Resolvido? Ça Oui. va, ça marche? Oui, oui. Pour nous, oui. O problema é que eu estou ouvindo a transmissão. E Allô, aí oui. tem um retorno. Bom, vou tentar aqui continuar. Bon, je vais essayer de continuer. Puxa, eu estou ouvindo o retorno, tá atrapalhando. Gente, só um C'est- segundinho. Attendez une seconde parce que je suis en train d'écouter la traduction, donc ça me... Vamos lá, consegue me escutar? Là, vous m'entendez, oui? Ok. Portanto, eu vou fazer uma apresentação Bon, je vais sobre, faire une présentation enfim, uma apresentação de caráter teórico, de caractère hermenêutico, théorique, herméneutique, sobre o sofrimento sur les psíquico souffrances relacionado ao urbano, né? psychiques E par algumas rapport à pistas l'urbain sobre como et superá-lo certaines pistes ainda de no comment Mônica, les só surpasser. um segundo. Lorenzo e Oui. Mônica, peço desculpas, a gente está tendo um problema de vazamento da tradução. Vamos tentar resolver isso antes. Só um momento. Je crois que le problème vient du fait que le son ne se baisse pas de notre côté. On entend les deux voix en même temps.
on va essayer de résoudre ici. Merci. Je vous demande juste une petite minute. Qualquer coisa me avise aqui se for para retomar. Je vous propose dans la salle de proposer de ce petit interlude pour commencer à réfléchir à des questions que vous voudrez adresser, vu que c'est la dernière intervention avant Para aqueles que quiserem fazer uma pergunta, para fazerem perguntas, aproveitar isso. Mais on va d'abord discuter cette table ronde avant la synthèse. Ça permet d'avoir la pause qu'on voulait tout à l'heure. Je vais faire le test en français pour voir si ça marche. On vous entend. Ça va? Oui. D'accord, merci. C'est l'une des interprètes. On essaie de voir ce qui se passe là. Très bien. C'est le problème technique pour la dernière présentation. Pauvre David. Oui. On est là pour s'entraider. S'il veut commencer à faire sa présentation, je peux essayer de faire, d'accord? Oui. C'est plus facile pendant que l'autre interprète essaye de revenir. Ça vous va? En consécutif, du coup? En consécutif? Non, non. On peut essayer de faire en simultané, si je l'entends. D'accord. D'accord. Très bien. OK, je vais essayer en simultané. Je parle en portugais, j'y vais en français, d'accord? Comme on fait maintenant.
Davi, est-ce que vous êtes prêt à recommencer? Tá. Só me avisa quando eu puder, portanto, prosseguir. Tá, vamos lá. Só testando, conseguem me escutar bem? On fait un test, ça va? Vous m'entendez bien là? Très bien. Ça marche? Je vais donc commencer. Le problème technique ajoute un aspect assez intéressant parce que je vais parler du point de vue théorique pendant 8 minutes, ce qui est mauvais d'un côté pour développer des idées, c'est très peu de temps. Par contre, comme ça, je ne cours pas le risque de devenir ennuyeux. Alors, je vais essayer de parler sur les manifestations spécifiques de la souffrance psychologique liée au contexte urbain et comment aller au-delà de cela, résoudre cela, et parce que l'urbain couvre plusieurs catégories qui, j'espère, vont dialoguer et, avec les travaux je suis David, je suis de l'Institut de psychologie et je vais commencer cet exposé en soulevant un auteur français, Henri Lefebvre, qui est un philosophe, un nom important du XXe siècle, très connu et intéressé par le phénomène urbain qui se développait en Europe avec le surgissement de nouvelles façons de vivre, de consommer en masse et dont on a dit qu'on ne vend plus des briques, des objets, des habitations, mais on vend des villes. La ville urbanisée n'était plus le locus capitaliste, mais la fin productive en elle-même. Et c'est dû à la transformation peu à peu de la valeur de cette utilisation de l'espace par sa valeur d'échange. La ville a donc commencé à valoir ce qui, en potentiel, elle pourrait offrir comme un espace marchandise pour les entrepreneurs, les entreprises, l'élargissement des avenues. Nous avons également cette éclosion de spatialité vide et d'historicité vide dans la relation. Donc, des espaces de non-lien humain, de non-héritage symbolique, comme les centres commerciaux, les aéroports, les autoroutes, l'éclosion de ces non-lieux, comme l'a dit Auger. Nous avons donc cette contradiction identifiée, l'unité inaliénable et qui est dotée de résistance est encore le corps qui, quoi qu'il produise la ville par sa force de travail, ne s'occupe pas d'elle dans sa réalité, dans son contexte concret. Alors, comment surmonter cette contradiction de produire, ne pas consommer la ville du point de vue mercadologique, disons. Donc, nous avons une ville métropolitaine qui est restrictive du point de vue du corps. Elle ne cache pas cette qualité violente. Ce sont des espaces privés, murés. Et ces espaces de convivialité et de loisirs, de récréation démocratique, de la bios politikos, comme le dit Arendt, sont de plus en plus résiduels parce qu'ils sont subversifs par rapport à cet aménagement de la ville. Et on dit qu'à l'individu, on donne un sentiment d'indifférence, du blasé, mais en approfondissant ce blasé, ce sentiment d'indifférence, on a une causation de la souffrance psychique qui est causée par la non-appartenance, le non-lien, la non-identification avec le lieu et ces rapports que l'on appelle un déracinement et que l'on voit comme justement un manque de racines. C'est l'un des prismes de la subjectivité, une distance par rapport à soi-même, une perte de lien dans un ethos, dans un système de vie, une distance et une étrangeté face aux mécanismes d'altérité, de reconnaissance de l'autre, d'auto-reconnaissance.
une sensation d'être, de pas appartenir au monde, d'être un peu flou. Et peut-être que Simone Weil a été la première à penser à cela, sinon la seule. Elle associe ce déracinement à une maladie de l'esprit, une maladie morale qui atteint la vie, comme une neurasthénie qui rendrait incapable de sentir le plaisir dans ses activités. Mais si l'individu, et là, je veux soulever quelques réflexions, si l'individu est cette unité singulière, inaliénable, qui peut être soumise à la déracinement ou au enracinement urbain, est soumise à ces situations, comment éviter ce devenir de souffrance psychique face à la ville habitée? Comment penser et redonner un sens aux formes de se rapporter à la ville, dans la ville, pour contourner cette logique du marché et en créant un dialogue avec l'axe proposé pour cette séance, comment pouvons-nous parler des imaginaires qui vont récupérer cette invitation à l'appréciation et à l'expérience de la ville face à ces restrictions? La proposition, donc, de penser cela, en fait, nous avons quelques pistes sur ça, mais je voudrais de parler de la possibilité de l'enracinement au re-enracinement face aux possibilités de flâner. Il faut donc définir la psychogéographie comme cette convergence entre la psychologie et la géographie, définie par Eddie Debord comme l'étude des lois précises et des effets exacts du moyen géographique, consciemment organisé ou pas, en fonction de son influence directe sur la conduite affective des individus. Alors, à partir de cette définition de psychogéographie, nous pouvons réunir quelques pratiques de cette flânerie, de cette appropriation, de cette promenade à travers de la ville. On fait ici mention à Robinson Crusoe de Daniel Defoe qui voyageait intérieurement dans son imagination, dans sa déambulation de l'espace. Alors, nous avons Robinsonné comme un acte antérieur. Nous avons la flânerie qui est identifiée par Baudelaire et par Walter Benjamin, qui est une promenade sans prétention à travers la ville. Le flâneur est une expérience poétique et esthétique dans ce qu'il y a de plus trivial, ce qu'il y a la ville, ce qui n'est possible que pour une classe qui ne travaille pas, qui est oisive. Nous avons l'autre catégorie qui est la dérive, par contre, qui est proposée par Guy Debord. Et il nous faut considérer que la psychogéographie de Guy Debord était un projet scientifique. Donc, la dérive est une technique de passage transitoire par des milieux différents qui révèlent des signes affectifs de la vie. Ce n'est plus une promenade sans prétention, c'est une marche objective où le sujet est un sujet chercheur et un sujet révolutionnaire parce que c'était une action subversive, anti-hégémonique. Plus récemment, nous avons le mot fugueur qui pointe vers le même besoin de s'approprier de l'espace escamoté, un peu obscur de la ville. Et le fugueur, qui est proposé justement par Sinclair, plus récemment, il identifie un pathos dans sa relation comme homme avec le lieu, mais c'est une relation dialogique, un rapport dialogique mutuel. Le fugueur est quelqu'un qui s'enfuit. Il est paranoïde, neurotique. La ville également. Par contre, la ville est quelque chose qui se révèle peu à peu. Alors, par des psychoses, le fugueur, c'est le fugitif qui analyse les psychoses de la ville. Il va les disséquer. C'est une conception très intéressante. Et là, je m'approche de ma conclusion. C'est intéressant parce que tous ces mots nous convoquent pour une idée qui est assez similaire. Et les résultats obtenus par la flânerie, le flâneur, par le parcours de la ville, tous ces éléments peuvent être
cartographiées dans des maps psychogéographiques, étant des cartographies des expériences subjectives des villes. Et j'ai pu voir d'excellents travaux de mes collègues ici. Alors, ces cartes psychogéographiques sont des expressions symboliques, artistiques, cathartiques de l'imagination. Et il y a une chose qui est très intéressante, ces travaux révèlent non seulement les lieux sensibles géographiques, la conception donc de topos, mais également des lieux suprasensibles, des lieux subjectifs dans ce récit. Donc, nous avons là l'idée de Cora, par contre, et là, je chemine vers la fin. J'ai des notes qui ne sont pas conclusives parce que si je voudrais conclure quelque chose, ce serait assez difficile. Le flâner, qui est un de ces mots, a cette puissance révélatrice des lieux suprasensibles au milieu des lieux objectifs géographiques. Donc, le Coran dans le topos, ce que chaque sujet voit et qui lui permet de se réjouir, de se remémorer, de participer de l'imagination créative, mais également de vivre le moment. Les cartes psychogéographiques peuvent donc révéler des aspects singuliers et subjectifs au niveau individuel et également, par comparaison, confluer par d'autres exercices psychogéographiques et participer de partager, de penser la ville et ses transformations, nous pointant vers des aspects symboliques, imaginaires communs dans un lieu ou une époque. Et la flânerie psychogéographique qui explore les entrailles urbaines dans un geste spontané, ludique, subversif à l'aménagement productif est une de ces dimensions possibles de l'enracinement ou re-enracinement du sujet dans le lieu. Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Merci, David. Et merci à l'équipe de traduction qui a pu résoudre le problème, on a pu vous entendre. Donc, on a un très court temps de discussion. J'ai dû couper tout le monde et je m'en excuse. Et vu que j'anime cette table avec Tatiana, je voulais, avant de lui laisser la parole, peut-être pour donner un point de vue général qui permettra des réponses, peut-être lui poser la question, vu que j'ai dû couper cette intervention qui était en plus entre Lyon et Saint-Étienne. Je trouvais intéressant peut-être d'y revenir. Je trouve que dans toutes les interventions, on a bien vu comment les espaces publics sont des lieux de conflits symboliques dans lesquels des appropriations de groupes sociaux peuvent se confronter, et en même temps des lieux qui sont investis par les institutions. Et je me demandais, dans le cas de Saint-Étienne, je vous ai pas laissé en fait le temps de développer la question de l'activisme des groupes dont vous avez parlé. Et voilà. Est-ce que vous pouvez revenir 2 petites minutes là-dessus, et puis je vous laisse aussi donner votre perspective sur la table ronde en général. Tatiana, est-ce que vous êtes toujours là? Oi. Paula, você gostaria de comentar alguma coisa? Paula, est-ce que tu voudrais dire quelque chose à ce propos? Oui, je peux faire un tout petit commentaire. Nous avons parlé, et ça a été un peu rapide, le Tchmachev est union de collectifs, donc ils travaillent dans cette espèce de Saint-Étienne quand ils proposent leur intervention dans les espaces, surtout dans les terrains en friche.
et puis travaille dans dimension d'une intervention avec les personnes qui travaillent la question de l'architecture, mais aussi des interventions artistiques. Donc, il y a un contexte où il y a une discussion de tous les territoires. Je crois que Juliana n'est pas ici, sinon elle pourrait en parler, mais je crois qu'elle n'est pas ici parce qu'elle fait partie aussi de cette recherche et elle discute cette question des collectifs également. Mais c'est ça, c'était seulement pour faire ce commentaire. Ah, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, pardon. Mais peut-être... Non, je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter, c'est ça, sur cette question de l'activisme à Saint-Étienne parce qu'on ne travaille qu'avec ce collectif en particulier et les interventions qu'ils ont faites dans les espaces publics, ce sont celles que nous avons déjà montrées dans la carte, les interventions éphémères, qui travaillent assez avec des interventions éphémères comme des interventions qui sont plutôt permanentes et qui sont donc travaillées par la population du quartier. Je crois qu'on n'a plus rien à ajouter par rapport à cela, c'est ça. Je pourrais suivre ensuite de ce, enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Non, si vous aviez, en fait, c'était une manière aussi de vous donner la parole sur l'ensemble de la table ronde. Et sinon, il y a aussi la possibilité de poser des questions dans la salle. Bon, moi, j'ai préparé un texte pour en parler un peu sur toutes les autres présentations. J'avais inclus également la présentation de Juliane et de Franck parce qu'elle était prévue dans le résumé. Je ne savais pas qu'ils ne seraient pas ici. Mais enfin, je peux en parler un peu. Je voudrais remercier l'organisation justement à cause de ce défi de créer cet format hybride et également l'invitation de faire la médiation de cette table avec Claire et remercier aussi les chercheurs de la table ronde pour leur présentation. À partir des résumés, maintenant des présentations, je vais essayer de faire certains commentaires sur des aspects qui m'ont attiré l'attention parce qu'ils ont traversé les expositions présentées. Les lectures centrées dans la ville abstraite, surtout dans l'actuation du marché et de l'État, les propositions ici présentées lancent un regard sensible sur la vie des villes, les pratiques ordinaires de l'espace, la sensibilité et également les formes d'appréhension des expériences urbaines, individuelles et collectives à partir de la mobilisation des approches théoriques et qualitatives de recherche dans les interviews semi-structurées réalisées par notre groupe et également par Claire, dans les incursions ethnographiques réalisées par Claire et réalisées par Benoît sur la question de la brousse, et dans les dérives et cartographies d'inspiration de la situation réalisées par David et Clara. Enfin, en plus de ces pratiques des collectifs sociaux et politiquement organisés qui sont d'autres formes de créer, de représenter la vie collective en commun. Ce sont des recherches qui s'intéressent à la forme et au rythme d'appropriation des espaces publics et qui vont être un défi aux représentations hégémoniques des villes et les déterminations qui pèsent verticalement sur la vie quotidienne dans leurs actions résiduelles, résistantes aux tentatives de stérilisation de l'expérience urbaine. Elles révèlent donc la situation et la puissance créative des pratiques quotidiennes qui disputent la production de l'imaginaire de la ville contemporaine et même si ce sont des actions des collectifs urbains, comme dans notre présentation et de celle de Marseille et de Detroit, ou dans une vie qui est pulse dans les quartiers comme avec Brasilia Teimosa ou La Brousse à Marseille.
C'est dans ce sens-là qu'on attribue une certaine emphase au lien historique entre la population et leur paysage de vie, en mettant l'accent sur l'expérience de ces endroits, comme on l'a vu dans le travail de Marseille et de Brasilia. Les façons d'appropriation des espaces qui présupposent des réseaux de sociabilité entre les habitants, des valeurs symboliques et identitaires d'appartenance à ces endroits et les possibilités de provoquer des fissures dans la reproduction sociale hégémonique et instaurer de nouveaux modèles de vivre dans la ville. C'est ça la contribution que je voulais vous donner en termes de commentaires. J'avais une poésie, mais je ne sais pas si j'ai le temps de lire la poésie avant de passer aux commentaires. Claire, pardon, oui. Il nous reste 3 minutes, alors peut-être que ça sera la conclusion. Je vous laisserai en conclusion, mais on va prendre 2-3 petites questions. Ici, il y avait Tuca qui voulait... Venez, viens ici. Em português, não? Mais do que uma questão, uma reflexão que eu fiz durante esses dias. C'est plus qu'une question, c'est une réflexion que j'ai faite ces derniers jours. Eu notei que, sobretudo do lado brasileiro, muitos pesquisadores se debruçaram sobre o tema da deriva e da psicogeografia. J'ai observé que du côté des Brésiliens, plusieurs chercheurs ont parlé de la dérive et de la psychogéographie. Então, isso me parece muito interessante que uma prática inventada aqui na França nos anos 60 ressoe tão forte entre os pesquisadores brasileiros hoje. Et ce qui me semble très intéressant, c'est qu'une pratique qui a été créée en France dans les années 1960 ait une telle répercussion entre les chercheurs brésiliens d'aujourd'hui. No contexto das grandes cidades brasileiras. Dans le contexte des grandes villes brésiliennes. Então, a minha curiosidade é se essas práticas ainda são Je voudrais savoir si ces pratiques ont encore lieu ici en France. E perguntar talvez ao Davi, que é o último rapaz que apresentou, por que ele acha que isso ressoa no Brasil de hoje de forma tão forte entre os estudantes, os pesquisadores, sobretudo da arquitetura? Et demander à David justement pourquoi est-ce qu'il pense que ce genre de pratique a eu tellement de répercussions entre les étudiants et les professeurs brésiliens. Bon, je vais essayer de répondre. Merci pour d'autres questions. Je n'ai pas assez de bagages si ceci a un impact, une résonance dans le contexte académique en général. C'est un sujet, ce sont des contenus qui dialoguent avec mes objets de recherche. Mais avec cette présentation, je voulais vous apporter des éléments, des pistes de comment la psychogéographie, comme ces formes de flâner, ces façons de flâner vont permettre de surpasser certaines souffrances psychiques avec un certain lien avec l'urbain. Donc, à partir de la construction de maps, de cartes psychogéographiques, des récits, des mémoires et toute cette réunion symbolique, quand elle est cartographiée, elles arrivent à traduire d'une certaine façon des manifestations du pathos de ce rapport de la personne, du sujet avec l'endroit. Et je crois que ceci va justement nous montrer, va résonner si l'on considère les qualités urbaines de la métropole d'aujourd'hui, de la substitution de cette valeur d'emploi et d'usage. Je crois qu'elles vont illuminer cela, cette réalité. Et c'est évident quand je parle de São Paulo. São Paulo, les périphéries ont beaucoup à nous apprendre. Il y a beaucoup d'espace pour les dérives, pour les cartes psychogéographiques. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question, mais...
Merci. Malheureusement, je vois qu'on est en train de dépasser le temps qu'on avait, mais peut-être que si Tatiana veut lire son poème, c'est quelques mots de poésie pour la fin. Bom, pode ser. Obrigada. C'est une poésie de Paolo Leminski que plusieurs d'entre vous connaissent et que j'aime beaucoup, mais je crois que ça a un lien avec tout ce que l'on a discuté ici et justement cette discussion de la ville hégémonique et des pratiques. À Brésil, j'ai admiré, non, la Niemeyer, la vie des personnes qui a pénétré dans les schémas comme le sang encre sur le brouillon. Et c'est le rouge qui croît entre pierre et pierre et qui coule dans la pierre. À Brasilia, j'ai admiré le petit restaurant clandestin et qui se trouve en dehors du quartier permis. Oui, Brasilia, j'ai admiré le temps qui couvre d'années tes impeccables mathématiques. Adieu, ville, l'erreur claire, il n'y a pas de loi. C'est ça. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tatiana. Je suis obligée de clore. Merci à tous.